Ok, bon, on va continuer. Maintenant, on va voir certaines notions élémentaires telles que valeur absolue, les parties entières, plus grand élément, plus petit élément, maximum, minimum, disons majorant, minorant, tout ça. On va essayer de voir ça. Et les valeurs absolues, et par définition, bon, avant de donner une définition, je vais essayer de faire une approche intuitive. Si par exemple on a un axe et puis on a l'origine, on a gradué cette droite moins 1, 1, 2, alors plus moins 2. Donc la valeur absolue, et c'est une distance, d'accord? Quand on voit la valeur absolue, c'est une distance, n'est-ce pas, entre un élément par rapport à 0. Donc la distance de moins 2 à 0, donc étant une distance, donc ça doit être positif, donc c'est pourquoi ça fait 2. Et la distance de 2 à 0, c'est déjà positif, donc ça veut dire ici ça fait encore 2. Donc du coup, il y a une propriété qui est fondamentale là. Maintenant, on peut remarquer que distance de valeur absolue de moins 2 est égale à valeur absolue de plus 2. Donc le tout fait 2. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas définir la valeur absolue, n'est-ce pas, et sans faire approche à la notion de distance. Donc ici, par définition, la valeur absolue d'un réel x, n'est-ce pas, est sa distance, je dirais mieux, est une application d'abord de R vers R+, n'est-ce pas, à tout x pris ici, à tout x pris ici, ça associe, n'est-ce pas, et cette quantité là qu'on appelle valeur absolue. Donc quand on voit ça, ça se lit valeur absolue de x. Donc ça veut dire quoi? Quand on prend un réel quelconque, ok, on associe à ce réel sa valeur absolue qui est dans R+, qui est toujours positive. Donc quand on voit valeur absolue de x, c'est un élément, n'est-ce pas, et c'est un élément de R+. D'accord? C'est un élément de R+. Voilà. Eh bien, on a certaines propriétés. On a certaines propriétés fondamentales. Si on prend valeur absolue de x, ça fait valeur absolue de moins x, et tout ceci ça fait x, d'accord. Si on a valeur absolue de x égale à a, d'accord, si a est positif, cela signifie que x égale à plus ou moins a. Ok, donc si on a valeur absolue de x égale à a, si a négatif, ça c'est absurde, ça n'a pas de sens. Ok, on a d'autres propriétés. Si on a le produit xy, d'accord, et la valeur absolue du produit, ça fait produit des valeurs absolues. Ok, si on a valeur absolue d'un quotient, ça fait quotient des valeurs absolues avec y. Maintenant ici est différent de 0, donc ça fait 4 ici, ça fait 5, ça fait 6. Donc on a d'autres propriétés. Si on a par exemple une valeur absolue de x inférieure ou égale à a, donc a positif, ça veut dire valeur absolue de x est compris
entre moins A et A. C'est par exemple, encore si valeur absolue de x inférieur ou égal à A et A est négatif, donc c'est encore une absurdité. Absurde. Valeur absolue d'une somme, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue des sommes. Ok, parce que normalement, mais si x et y entier, on a l'égalité, n'est-ce pas? On a l'égalité si x appartient à z, y appartenant à z, n'est-ce pas? À l'ensemble des entiers. Donc, on n'a aucun problème que non, ça ne marche pas là. Et ce serait n. Alors, si x c'est n, y c'est n, donc valeur absolue est égale à ça. Mais dans le cas on a z ou bien un r, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait cette inégalité là qu'on appelle une inégalité triangulaire qu'on peut démontrer et après. Ok, donc c'est important la notion de valeur absolue. Ok, donc c'est une application de R vers R+. Ok, à tout élément pris x pris dans R, donc on associe cet élément là qu'on appelle valeur absolue de x. Et de cette propriété là, de cette définition là, on a certaines propriétés. Ok, donc on peut démontrer certaines propriétés ici. Donc par exemple, on a la valeur absolue de x. Si on veut prouver ça, par exemple, prouver que valeur absolue de x par y égale à valeur absolue de x par valeur absolue de y. Donc il y a plein de manières de faire ça. Donc si on fait une considération sur x, si x supérieur ou égal à 0, x est positif, ça veut dire sa valeur absolue est encore un x, d'accord. Si x négatif, donc valeur absolue de x égale à moins x. Alors si on prend y positif aussi, donc valeur absolue de y égale à y. Donc quand on forme le produit x, y, d'accord, quand on forme le produit x, y, ici on a x, d'accord. Quand on forme le maintenant et si on forme le produit, donc ce produit là devient positif puisque x est positif, y est positif, donc le produit est positif. Et si le produit est positif, ça veut dire sa valeur absolue de x, y, et ça fait encore x, y. Mais on vient de voir que x c'est ça, y c'est ça. Donc cela signifie que normalement x par y en valeur absolue, ça fait x, ça fait la valeur absolue de x par valeur absolue de y. Ok, donc on peut faire d'autres considérations. Ça c'est une première considération. Ok, on fait deux, il y a plein d'autres. Donc si par exemple x négatif, y négatif dans les deux côtés, ça veut dire que valeur absolue de x est égale à moins x. Ici ça fait moins y étant négatif. Eh bien si on forme le produit ici, le produit x, y, le produit des deux quantités négatives donne une quantité positive. Cela signifie que valeur absolue de x, y n'est autre que x, y. Ok, et bien ici on a moins x égale à valeur absolue de x, ça veut dire x égale à moins valeur absolue de x, moins valeur absolue de x. Pareillement, et pour y, valeur absolue de y égale à moins y, ça veut dire y est égal à moins valeur absolue de y. Ok, et tout ceci fait moins plus, ça fait valeur absolue de x par valeur absolue de y. Ok, donc vous-même et chez vous, vous allez faire essayer de prendre x positif, y négatif d'un côté, ensuite prenez x négatif et y positif, inversement
vous allez trouver la même, le même résultat. D'accord? Maintenant, il y a cette notion généralement quand on parle de partie entière. Partie entière, c'est quoi? Partie entière de partie entière. Donc, de manière intuitive, si on a 2.5, on vous dit de trouver la partie entière de 2.5. Donc, partie entière de 2.5, et ça fait exactement 2, la partie entière. Et la partie décimale n'est autre que 0.5. Ok, bon, c'est simple. Maintenant, on va donner une définition plus appropriée. Définition. On appelle la partie entière d'un réel X la partie entière d'un réel X, n'est-ce pas, est une d'abord application de R vers Z. D'accord? Ça veut dire à tout X pour ici, ça associe et cette quantité-là qui s'appelle partie E de X, partie entière. Donc quand on voit E de X est toujours entier. Donc E de X appartenant à Z. Tous les E de X appartenant à Z. Ça veut dire, si j'ai E de 2, par exemple, E de 2, 2 est déjà entier, donc sa partie entière n'est que 2. Ok? Maintenant, on peut essayer de voir, puisque si on a 2.5, on voit que la partie entière est 2, donc 2 est plus petit, n'est-ce pas, que 2.5. Donc vous voyez, la partie entière est plus petite, et la partie entière d'un réel est plus petit que le réel lui-même. Donc la partie entière, on peut donner une définition, on peut dire que la partie entière est un entier inférieur ou égal, n'est-ce pas, à la partie entière d'un réel X. Donc partie entière de X réel est un entier, n'est-ce pas, inférieur ou égal à X. Remarquez ça, parce que si on a 2, E de 2 ça fait 2, E de 2.5 ça fait 2, E de 2.5 ça fait 2, ça veut dire qu'il est inférieur à 2.5. Donc soit que la partie entière d'un réel est égale au réel lui-même, d'accord, soit que la partie entière de X est égale à X lui-même, ou bien la partie entière de X est inférieure ou égale à X. D'accord? C'est ça, et la partie entière. Donc, on peut dire que normalement, en termes de propriété, si alors X c'est Z, donc E de X égale à X. D'accord, E de X plus un entier P, d'accord, et ça fait E de X plus l'entier. Et puis il y a cette formule fondamentale, et la partie entière d'un réel X, n'est-ce pas, si on a E de X égale à N, ok, N c'est élément de Z, bien entendu, ouais, parce que E de X égale à N c'est Z, normalement X est compris, n'est-ce pas, est compris entre N et N plus 1, d'accord.
Donc, on peut voir ça. Si on a E de 2.5, n'est-ce pas? E de 2.5, on dit que ça fait 2. Donc, 2.5 ici représente X. D'accord? Donc, ça fait 2.5 qui est ici. D'accord? 2.5 qui est ici. Sa partie entière, c'est 2. OK? Et puis, ici, on a n plus 1. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, la partie entière ici d'un réel, et bien ce réel-là est compris entre son image ici et l'image en plus 1. Mais en aucun cas, la partie entière ne saurait dépasser le réel. En aucun cas. D'accord? On ne peut pas avoir la partie entière de 2.5 qui donne droit. Mais la partie de 2.5 peut être inférieure ou égale à 2.5. Ok? Donc ça veut dire, on peut mettre ça sur une droite. Si on a x, ok? Et la partie entière de x, et maintenant, x ici va se trouver entre n. Alors la partie entière de x, ok? X est réel, ça va se trouver entre n et n plus 1. Donc si n est la partie entière de x, donc x est compris, n'est-ce pas, entre n et n plus 1. D'accord? Donc n ici est la partie entière de x. Et c'est important de savoir ça. Donc ici, dès que x est z, par exemple, quand je dis x égale à z, ça veut dire quand nous avons e de 2, ça fait 2. E de moins 2, ça fait encore et moins 2. Ok? Mais si on a E de moins 2.5, d'accord? C'est l'entier qui est justement inférieur ou égal à moins 2.5. Donc, l'entier qui est inférieur à moins 2.5, si on met ça sur une droite graduée, on a moins 2.5 ici. Donc, l'entier qu'on trouve, n'est-ce pas, avant moins 2.5 n'est autre que moins 3. Ok? Et si on ajoute plus 1 à moins 3, ça fait 2. Ça fait moins 2. Donc, ça veut dire ici, moins 2.5 est compris entre moins 3 et moins 2, qui répond à cette définition ici. Donc, ça fait moins 3. Ok? Maintenant, la partie entière d'un réel saurait être supérieure à ce réel. C'est justement inférieur ou égal à ce réel. Donc, on y reviendra, n'est-ce pas, pour quelques petites applications sur ces notions.